Donc, bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'épisode 101, on a fait un long voyage jusqu'à l'autre côté de l'Australie, mais on retourne un an plus tard voir l'évolution de la distillerie 83 Island. Ça va bien les boys? Ouais, ça va super. Merci, Patrick. Yes. Yes. Donc, on est avec Pierre-Luc et Martin de la distillerie 83 Islands au Vanuatu. Eux, on avait parlé, ils faisaient du rhum, puis ils font toujours du rhum, mais on va parler ensemble de l'évolution, là, qu'est-ce qui s'est passé en un an, les autres tempêtes tropicales, comment que ça a influencé la production de canne à sucre, et puis toutes les nouveautés. Donc, je ne vendrai pas toutes les punches, on va les écouter parler un peu. Donc, un an plus tard, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez vous? Ouais, ça a été une grosse année là, depuis l'année dernière qu'on s'était parlé. On venait juste d'avoir deux cyclones. On a eu deux autres cyclones. On a perdu un peu de canne dans nos champs, mais bon, on réussit quand même à récupérer le maximum. Puis on a essayé de diversifier aussi en créant des nouvelles liqueurs puis des nouveaux produits qui pourraient être intéressants pour nous ici, pour le marché local, mais aussi pour le marché de l'export. Pour rappel, ça fait 5 ans, nous, que c'est un projet à long terme, établir une distillerie, surtout quand tu veux faire une distillerie de rhum, tu sais, contrairement à faire du gin ou qu'on a du rhum non âgé qui est prêt du jour au lendemain, mais notre objectif, c'est de faire un produit qui est assez haut de gamme, puis qui s'inspire du rhum qu'on peut trouver par exemple à Barbados ou en Martinique, Nesson, un rhum âgé, puis ça prend plusieurs années si on veut. Donc là, ça fait 5 ans. Puis le business plan avance, mais on a encore beaucoup de pièces du puzzle qu'on doit compléter pour arriver à l'objectif, je dirais. Mais bon, c'était sur un. Mettons qu'on s'est donné 10 ans dans le projet à partir du début, donc on est à peu près à mi-chemin. On ne savait pas vraiment combien de temps ça allait prendre pour que le produit mature. Je pense que quand on s'est parlé la dernière fois, notre plus vieux produit avait peut-être 2 ans et demi. Là, on est passé 3 ans. Puis là, on sait que notre produit vieillit 3 ans en baril. Il est prêt. Il est prêt pour l'export. Puis aussi, peut-être un autre petit rappel pour mettre les gens là, qui écoutent un peu leur donner les points clés, là. Nous, on a une capacité de production d'un baril par jour. Donc, puis là, en ce moment, on a accumulé presque à peu près 600 barils qui sont en vieillissement dans nos chais. Puis, on a une quinzaine de personnes qui travaillent à la distillerie parce que c'est pas seulement la production. Nous, c'est une activité touristique pour les touristes viennent principalement d'Australie puis de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie aussi à côté de chez nous. Donc, ils viennent visiter la distillerie. Donc, cette année, ce qu'on a, une grosse nouveauté pour nous, c'est qu'on a ouvert un bar. En fait, on a un endroit qui est un peu qui showcase un peu nos produits, puis qui est un peu notre flagship, là, qui sert pour notre marketing local, puis pour l'animation avec nos touristes. Après avoir fait le tour, puis la visite de la distillerie, ben, comme plusieurs distilleries, tu as un endroit pour déguster. Puis, donc, ça, c'est la nouvelle chose qu'on a ouvert cette année. Mais on cherche toujours à renforcer ce bar par, on aimerait ça pouvoir se trouver un autre Québécois pour nous accompagner. C'est pour ça que là, c'est notre plug du podcast. Je l'ai fait tout de suite au début, là. Si jamais il y a quelqu'un entend parler, parle à quelqu'un, hein, peut-être aller au Vanuatu, on pourrait 6 mois, un an. On connaît, si on veut, l'animation, bar, restaurant. On est très ouvert à avoir quelqu'un qu'on peut faire confiance puis qui vient de la même univers que nous puis de l'amener avec nous ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui sent l'appel, n'hésite pas à communiquer avec nous. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de collègues qui vont se sentir interpellés, mais quand tu, quand tu démarres une entreprise comme ça, une distillerie, tu te dis, OK, il faut que j'apprenne à distiller, il faut que mon produit soit top. Puis là, assez rapidement, tu te rends compte qu'il faut aussi que tu organises des tours, il faut que tu sois bon à expliquer ce que tu fais. Puis là, rapidement, tu te rends compte que tu as besoin aussi d'une tasting room, d'un endroit, d'une personne pour animer, pour accueillir, quelqu'un pour gérer le retail. Donc, là, on est rendu même si on a une grosse équipe, ça commence à se diversifier puis à complexifier beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin encore plus de personnes spécialisées là-dedans. On a effectivement les meilleurs cocktails en ville.
On importe nous-mêmes notre sweet vermouth. On a toutes sortes de concoctions qui sont super. Mais c'est un travail à temps plein en soi. Ah Tu ouais. sais. Donc, Ah ouais. avoir quoi? On peut avoir, mettons, 120 personnes. Ah ouais, Donc, on peut c'est avoir assez une grand, bonne là. gang là-dedans. Parce que Puis, c'est un bar circulaire central. Dans le bâtiment est fait autour d'un bar, tu sais, qui a tous les côtés. Donc, puis il y a une terrasse extérieure. On peut faire des événements. On a... Vous, c'est à partir de canne à sucre surtout. Là, vous l'avez dit, avec les tapettes, pour vous assurer une continuité, vous avez aussi ouvert la branche avec mélasse. Je pense que c'est par ça qu'on va commencer, un rhum blanc de mélasse. Encore juste une petite intro pour les gens peut-être qui sont moins au courant. Du rhum en particulier, mais on dit, nous, que à peu près 95% du rhum sur la planète est fait à partir de mélasse. Mélasse, c'est un déchet de l'industrie sucrière. On dit un déchet, c'est, c'est c'est, un déchet. C'est un résidu, c'est ça. un, c'est Un un- byproduct. on fait du sucre blanc, puis il reste cette truc-là qu'on connaît bien au Québec parce qu'on mettait sur nos toasts en étant enfant, puis ça peut servir comme nourriture pour les animaux ou ça sert que partout où il y a en fait une industrie sucrière, ben, il y a de la mélasse, puis il y a un rhum qui va se faire. Donc 95% du rhum est fait à partir de mélasse. Il y a à peu près 5% du rhum qui est fait à partir du jus de canne. De toute façon, pour s'appeler un rhum, il faut être fait à partir de la plante qui est la canne à sucre, que ce soit à travers la mélasse ou à travers le jus de canne. Donc, nous, on veut faire principalement jus de canne, mais bon, c'est une récolte, c'est une plante, c'est plus compliqué à faire à partir de la plante qu'à partir de la mélasse. C'est aussi plus coûteux, puis la récolte n'est pas égale sur toute l'année, donc on a des mois dans l'année où on n'a pas de récolte, puis il faut quand même faire produire notre appareil de production. Donc, on fait aussi de la mélasse, du rhum de mélasse. Puis, c'est important de dire que c'est plus rare du rhum fait avec la canne, mais c'est pas nécessairement meilleur ou moins bon. C'est un profil qui est aromatique qui est différent. C'est de là que ça devient intéressant. C'est que c'est un profil puis là, on va en parler, mais ça mènera pas les mêmes notes au niveau du nez puis de la bouche. Oui, effectivement, c'est pas les mêmes propriétés Celui en qu'on termes de goûte, c'est un sapeur. overproof. Oui, parce que, bon, évidemment, ben, les auditeurs vont savoir que, dépendamment du degré d'alcool, le goût va varier un peu parce que, justement, on a certaines molécules, certaines saveurs qui vont être plus accessibles quand le degré d'alcool est plus élevé. Souvent, on a beaucoup de demandes par les clients plutôt calédoniens ou ceux qui viennent d'une souche plus française pour avoir que le rhum blanc soit plus que 40 degrés. Ils veulent qu'il soit au moins 45 ou 50. C'est un peu pour eux, si on leur sert quelque chose à 40, c'est pas sérieux. C'est pas, Ça goûte trop long. c'est ça. Parce qu'ils utilisent le rhum blanc en général pour faire des petits punchs ou un mojito ou un truc qui est. Puis si tu as un alcool un peu plus élevé, ben, c'est plus punché. Hein. Je veux dire, quand on devient habitué, plus l'alcool est fort, plus les saveurs sont intenses, si on veut. Ce qui est intéressant avec ce rhum de mélasse-là, c'est qu'on utilise on se fait une petite culture bactérienne avec des cultures locales de bactéries qu'on laisse vivre au soleil, puis on le rajoute dans notre alambic justement d'ici. Donc, c'est un peu comme le fromage bleu du rhum. Donc, ça donne une complexité, une texture qui est plus intéressante, puis un goût qui est un petit peu plus complexe. Dans l'industriel, ben, des rhums blancs de mélasse, ils goûtent plus la mélasse. Là. Ça goûte le rhum, mais tu sais, là, tu as encore un fond de mélasse qui goûte. Là. Moi, tu sais, je l'apprécie comme ça. Définitivement une note sucrée, Tu sais, le nez, là, en premier, c'est le complètement autre nez. chose, mais en bouche, après, la mélasse est encore un petit peu là. Là. Oh oui, tu veux comparer, ben on va voir, on va comparer avec l'autre, là, mais c'est sûr qu'on sent plus le brûlé ou le cuit de la mélasse ou le. C'est sûr que la mélasse, dans le processus de raffinement du sucre, ça va avoir été cuit, recuit, cuit encore, brûlé. Donc, il y a beaucoup de ces aspects-là. Puis, la source de la mélasse, l'usine d'où ça vient, va avoir un gros impact sur le goût Hmm. aussi. Puis, nous, avec la mélasse de Fidji, ben, on fait affaire avec une usine qui est quand même qui est pas nécessairement l'usine la plus moderne, donc qui est pas aussi efficace pour aller retirer tout le sucre. Donc, on a peut-être un petit peu plus de sucre que la moyenne de la mélasse moderne. Puis, on pense que ça nous permet de faire un petit peu plus d'alcool là, qu'avec une usine qui produirait une mélasse qui a réussi à extraire plus le sucre, parce que leur objectif à eux, c'est
d'enlever le plus de sucre possible. Ouais, Là, mais ils arrêtent d'extraire le sucre de cette matière-là quand ça devient trop coûteux, en fait, puis c'est mieux d'en prendre la neuve, puis ils la jettent, cette matière-là, mais cette matière-là a encore du sucre dedans. C'est là qu'on l'appelle la mélasse, puis qu'on s'en sert. Patrick, à 48%, est-ce que c'est un rhum que tu peux. C'est sûr que c'est peut-être plus facile avec une glace, là. Euh, mais Ben, est-ce que c'est quelque chose que tu peux apprécier comme ça? Ben, moi, je suis pas ben glace d'avance, là, mais oui, tu sais, c'est quelque chose que je bois tel quel, puis que c'est pas, ça arrache pas tout, là. Pour moi, c'est juste 48. Fait que, tu sais, ça se prend très bien, il est doux, il est smooth, les arômes sont beaux aussi. Mais je pense qu'on devrait enchaîner avec on l'appelle le Yumi Rum. Yumi, dans le langage local ici, ça veut dire you and me, ça veut dire notre. Donc nous, ça, c'est nous, c'est notre rhum. Puis c'est un rhum qu'on fait. Maintenant, on travaille avec à peu près 70 fermiers locaux. Ce sont des petits producteurs, donc souvent moins d'un hectare de canne à sucre. Puis on travaille avec eux pour être capable de faire des batchs qui sont singulières pour chacun des fermiers. Donc, ce que tu vas goûter là actuellement, ça vient d'un fermier spécifique, ça vient de la ferme Tuaraken. Et puis, ça a été fait l'année passée en 2023. C'est Euh, complètement autre chose, là. Ouais, l'odeur, puis surtout le profil d'odeur du rhum agricole est beaucoup plus volatile que le rhum de mélasse. Donc, ça saute, déjà, ça saute beaucoup plus au nez. Euh, quand tu sens que c'est une plante, hein, tu veux dire, Oui, t'as oui. comme. il y a, il y a un aspect végétal. J'aime dire tout simplement, ça sent vert, tu sais, c'est vraiment végétal. Euh, Après, dépendamment du vocabulaire, tu sais, on peut dire que c'est fruité. Il y a clairement un aspect euh, plus fruité, plus Vert. léger que le rhum de Moi, mélange. je sens qu'il est aussi, c'est plus gras un peu comme texture. Il y a quand même un petit peu plus de. Une plus belle robe. Hum, hum. C'est sûr aussi que ça va chauffer un peu différemment en bouche. C'est vraiment étonnant parfois la manière dont les différentes molécules chimiques interagissent pour créer une texture ou un effet sur la langue, mais c'est le même processus vraiment de fabrication. La distillation, on la fait de la même manière. C'est vraiment évidemment la fermentation, c'est là où tout se crée, mais euh, ça va vraiment avoir un effet qui est complètement différent sur la langue. On fermente avec la mélasse. Tu sais, la mélasse, c'est un produit comme du sucre blanc, c'est un produit qui est stable. Tu sais, il y a pas de bactéries qui vont se créer là-dessus. Ça peut rester sur la tablette pendant des mois. C'est un peu comme du sucre sec, là. Tu sais, c'est shelf. Tandis que la mélasse, pas la mélasse, le jus de canne, dès on le presse, en fait, dès qu'on coupe la canne, il faut qu'on le processe puis qu'on le presse parce qu'il a son jus à lui-même, puis il va commencer à fermenter naturellement, puis il est plus un peu tricky à fermenter, tandis que la mélasse, on ajoute de l'eau, puis là, on dilue, il y a comme une étape C'est pas pour rien qu'il y a juste 5% du rhum mondial qui est fait avec la canne à sucre, c'est que c'est un casse-tête logistique incroyable. Organiser les fermiers pour qu'ils coupent la canne le matin, la livrent le jour, que notre équipe ait le temps de la broyer pour faire 2000 litres de jus par jour pour remplir les fermenteurs puis démarrer la fermentation, tout ça dans la même journée. C'est du gros travail. C'est ça, mais les gens apprécient l'histoire puis de comprendre comment c'est complexe. Puis après ça, ben, qu'ils deviennent qu'à connaître les différents endroits. La Martinique est probablement celui qui est le plus connu qui fait le rhum agricole. Puis ça devient à goûter plus le terroir. Donc, on est plus dans l'esprit du vin, en fait. Puis, mais en parallèle de ça, ouais, où c'est pas du tout comme le vin, c'est que la majorité du rhum agricole se boit quand même encore là en cocktail. Mais quand il est pas âgé, il se boit comme mixeur, mais il donne une autre saveur à ton cocktail classique. Il donne le plus floral puis plus botanique ou Ça se euh, combine bien avec n'importe quel cocktail qui est plus fruité. Donc, dès qu'on pense à des cocktails des îles, ben, Ça, j'en ai pas goûté des tonnes de frais comme ça, là, puis c'est vraiment impressionnant le côté vert, justement, là, tu sais, comment pourrais le traduire selon ma conception de vert, là, euh,
Mettons, on achète des fois des plats de salade, là, tu sais, puis t'as une feuille de prix dans le couvert avec, là. Fait que moi, c'est le côté qui me revient. Fait que, tu sais, c'est pas moisi parce qu'elle est encore bonne, mais un petit côté feuille morte, un petit côté vraiment végétal au bout, là. Fait que pas une salade fraîche, que là, t'as le côté de la salade, mais le petit côté après, là. Ouais, une petite salade cuite, ça pourrait être top. Ouais. Ouais, c'est vraiment plus. C'est un peu l'équivalent tu sais, du whisky qui est fraîchement distillé, ce qui n'est pas vieilli. Il y a toujours une note de grain qui est très forte, qui soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, mais c'est très caractéristique. Est-ce que d'une parcelle à l'autre, d'un producteur à l'autre, vous voyez une grosse différence dans les goûts ou Ah oui, pas encore? c'est énorme, la différence d'un fermier à un autre. On a aussi différentes variétés de canne à sucre. On est encore en train d'essayer d'identifier toutes les différentes variétés de canne à sucre qu'on a sur l'île. Ce sont des variétés qui sont anciennes, qui sont ici depuis aussi longtemps qu'on a des gens sur Ouais. l'île. Varie énormément d'une variété à l'autre, mais d'un fermier aussi, on a des coins de l'île qui sont un petit peu plus secs, on a des coins qui sont plus humides. Ça va avoir une grosse variation aussi sur le taux de sucre dans la canne. Pour enchaîner aussi, peut-être faire le wrap pour enchaîner avec l'autre, c'est que, comme on a dit au départ, ça fait 5 ans, mettons, qu'on a débuté le projet. Bon, mettons que ça a pris un an et demi pour, pour faire notre première batch, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec 3 ans, 3 ans et demi, les plus vieux rhums. Mais les plus vieux rhums de 3 ans et demi, comme là, on va voir, 3 ans, ben, il est fait avec la mélasse parce qu'au départ, il fallait prendre les bouchées une à la fois, puis aller avec le rhum agricole. On savait que c'est là qu'on s'en allait, mais on voulait pas, la première journée, il fallait y aller avec ce qu'on était capable de faire. De la même façon qu'au Québec, plusieurs vont faire du gin pour éventuellement faire du whisky. Ben, nous, on a fait du rhum de mélasse pour pouvoir faire du rhum agricole après. Euh, Puis on est très content de notre rhum de mélasse aussi qui a 3 ans. On pense que c'est un excellent produit, mais la chose qu'on regarde le plus, c'est notre rhum Yumi Rum qu'on vient de goûter. Celui-là, quand il va être âgé. Là, on va avoir un produit qui va être de compétition, si on veut, puis qui va être vraiment, vraiment unique au Vanuatu puis au monde. Ah oui, ben là, malheureusement, tu n'as pas de bouteille, mais nous, on a embouteillé le mois dernier notre premier rhum, Yumi Rum de 2 ans, puis c'est exceptionnel. Puis là, Martin, lequel que vous êtes servi, c'est-tu le ex-brandy ou ex-rye? Ouais, Oui, j'ai ex-brandy. Ouais, j'ai commencé par Ex Brandy. Donc, Donc, on a deux autres à goûter aujourd'hui. On a un 2 ans, 3 ans. 3 ans d'âge. Donc, nos 3 ans d'âge, on a essayé de faire quelque chose d'un peu spécial parce quand on a rempli des barils, les premiers barils qu'on a remplis, on a fait venir différents trucs. On a fait venir des barils neufs, on a fait venir des barils qui avaient du brandy, du baril qui avait du seigle, des barils qui avaient même du rhum avant. Beaucoup aussi de barils de bourbon. Donc, Chardonnay. ah oui, en plus, quelques barils français de chardonnay, vin rouge aussi. Là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a une sélection, c'est un mélange de 3 barils, des barils qui ont exclusivement contenu du brandy américain. Ça donne un produit qui est un petit peu plus sucré, qui est vraiment intéressant, des notes de raisin. Euh, Puis l'autre rhum âgé que tu as, c'est un qui a uniquement été vieilli en baril de seigle, donc de rye, qui va être beaucoup plus sec. Ouais, c'est intéressant de regarder en parallèle celui qui était fait avec le brandy puis lui qui est fait avec le rail parce que c'est exactement la même base au départ. Tu sais, c'est donc la seule différence, c'est le type de baril qu'on a utilisé à la fin. Surtout qu'on n'a pas, c'est pas un single casque, c'est un single blend. Sur un single casque, c'est si on avait embouteillé 350 bouteilles pour notre baril, on l'avait juste nommé ce baril-là. Là, comme Pierre-Luc dit, on a pris 3 barils qui étaient le même type de baril, qui ont été euh, fabriqués, si on veut, 3 jours de suite ou à peu près en même temps, mais qui avaient exactement, que les trois étaient ex-brandy cask, puis on les a mis ensemble. Parce que chaque baril donne quelque chose d'un peu différent. Il n'y a rien, c'est jamais exactement la même chose. Puis après ça, on a fait la même chose, 3 barils qui avaient du rye ou du seigle avant, donc du whisky
américain à base de rail avant. Donc, ça donne deux profils différents. Après, c'est des barils qui ont déjà été utilisés. Puis après ça, il y a des barils on a des barils neufs qui n'ont jamais été utilisés. Puis on commence aussi à bien comprendre la différence entre les deux. C'est sûr qu'un baril qui n'a jamais été utilisé, qui est neuf, il donne énormément de bois. Ouais. On se rend compte que les barils neufs, souvent, on doit les laisser un petit peu plus longtemps en vieillissement parce qu'ils nous ont donné beaucoup de bois. Le bois, c'est bien, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que ce bois-là se décompose, si on veut, dans le temps, s'oxyde, puis se transforme en nouvelle saveur. Euh, Puis l'avantage qu'on a, le gros avantage qu'on a comparé à une production continentale, c'est qu'on est dans un milieu tropical, il fait très chaud. Le vieillissement, c'est vraiment une transformation chimique, hein. On a l'évaporation, on a l'oxydation, après ça, on a les différentes composantes qui se recombinent pour créer des nouvelles saveurs. Puis s'il fait plus chaud, ça se produit plus rapidement. Après, il y a d'autres aspects au vieillissement qui ne sont pas nécessairement liés à la chaleur non plus, mais cet aspect-là va vraiment être bonifié pour nous, ce qui est très bien. Ben, c'est ça, celui de Brandy là, que je goûte en ce moment. Là, on est plus, tu en as parlé un peu caramel sur le fruit. C'est beaucoup plus, ben, pas charnu, mais il est plus goûteux là, que juste le blanc de tantôt à mélasse. Tantôt, la mélasse était plus présente. Là, elle l'a encore en fin, mais là, c'est le bois puis le fruit caramel qui ressort plus, ça. C'est sûr on travaille presque uniquement pour l'instant avec des barils américains, que ce soit neufs ou usagés. Donc, nécessairement, on se retrouve avec les caractéristiques de ces barils-là, c'est beaucoup de vanille, beaucoup de caramel. Euh, donc, ça tombe bien parce que ça se combine super bien avec le rhum. L'échantillon de celui-là qui est vieilli en rye. Alors ça, c'est intéressant qu'on fait déguster à la distillerie parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent encore le rhum plus artisanal, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent le whisky. Donc ça, c'est un produit qui est beaucoup plus sec, qui va être beaucoup plus proche de ce que les gens s'attendent en termes de whisky. Donc c'est divisif comme produit, c'est exceptionnel, mais il y a des gens qui trouvent que c'est trop sec, il y a des gens qui l'aiment parce que ça se rapproche un peu du whisky. Euh, mais c'est fascinant à quel point il y a une différence importante pour un produit de base qui est le même. Ouais, ça, tu en avais parlé que c'est exactement la même chose, mais le vieillissement, c'est pour ça que sur les whiskies, souvent on voit cask finish, on voit Porto, on voit, tu sais, la finale va aller apporter un gros quelque chose, puis là on le voit vraiment que c'est le baril dry, comme tu en as parlé, c'est plus sec un peu, mais il y a quand même le côté c'est caramel, tu sais, c'est Il pas revient te cochon, chercher à la mais fin. ouais, Il revient te chercher à la fin, mais en bouche, là, tu as comme l'aspect plus sec qui vient ça fait un Hmm. petit qui vient te côté plus chercher. épicé. Ouais. Ouais. Ben, c'est un rhum qui donne soif, tu sais. Tu le prends, puis il va te chercher plus que l'autre qui était plus juteux, si on veut, celui de Puis Grotte. c'est ça qui est le fun dans ce qu'on fait, c'est que nécessairement, étant donné que chaque baril vieillit différemment, on va se retrouver avec des produits qui sont des séries limitées, qui vont être exclusives, qui vont vraiment goûter quelque chose d'unique. Euh, donc, Puis, ça nous tient occupés parce que bon, là, avec presque 600 barils, il faut pratiquement les goûter à chaque jour pour savoir si c'est prêt ou non. puis là, Donc, on se permet aussi de faire des éditions, si on veut, qui sont cast strength, qui ont directement le truc, sans le diluer avec de l'eau après. Puis on se fait des éditions qui sont plus basses en alcool, mettons à 42, 45. Fait pour essayer de. On d'aller est, chercher un en- peu tout le ouais, monde, on là. est encore en train de gager, si on veut, notre public, parce qu'il faut quand même être réaliste. Il ne faut pas juste faire pour nous, pour ce que nous autres on aime, parce que c'est juste nous qui va le boire, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait d'autres gens qui le. Ben, je pense qu'avec le rhum, il y a un gros travail d'éducation à faire parce que les gens, c'est pas nécessairement un produit qu'ils connaissent. Ils Hmm. connaissent le rhum commercial où ils disent, ah, moi, le rhum, je suis plus capable de le Mais boire parce que j'ai abusé quand j'étais à l'école. ouais. Il y a quand même un travail d'éducation à faire. La plupart, puis nous, c'est le même cas, je dirais, pour nous, il y a plusieurs années. Tu sais, la façon d'entrer facile, c'est d'aller vers Zacapa, Diplomatico, plusieurs rums que les gens peuvent acheter à SAQ qui sont à 40%. C'est des rums eux, sont plus sucrés, puis ils ont été engineered pour être bons. Tu sais, puis ils viennent chercher la saveur de rhum comme du gâteau au rhum.
Puis là, tu rentres par cette porte-là parce que c'est la porte la plus accessible, mais en général, les gens après ça qu'à connaître ça, puis qui deviennent un peu plus pointilleux sur c'est comme les goûts musicaux, c'est comme plein de choses, ils deviennent qu'à connaître ça, ben là, ils veulent avoir quelque chose qui est plus honnête, qui n'a pas eu de sucre de rajouté, qui n'a pas eu aucun influx de saveur artificielle qui a pu faire, qui l'a amélioré. Donc là, et nous, ben, on essaie d'être plutôt dans cette vague-là où on fait des expériences, puis on se fascine en fait de goûter à quelque chose qui est authentique de ce que le baril a donné, puis ce que la distillation puis la fermentation a donné. Puis c'est des rhums qui sont avec beaucoup d'alcool, puis qui sont assez puissants, puis qui donnent. Mais étant donné qu'on est aussi conscient de la mouvance, que l'alcool, c'est pas nécessairement le produit le plus santé qu'on peut consommer dans une semaine ou d'une journée, c'est bien d'en consommer en fait en petite quantité, puis c'est bien consommer des produits en fait qui sont intenses, puis intéressants, puis qui Qui t'amènent valent la à. peine. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est. Mais là, tu m'as même te poser une question. Tu en as parlé, le sucre. Je pense à Legendario, qui est un punch au rhum, qui c'est même plus du rhum, là. Euh, on entend souvent parler, ah ben oui, c'est un jus de canne, c'est fait à partir de la canne à sucre, c'est toujours sucré du rhum. Et là, de ce qu'on a là, de ce qu'on goûte, il n'y a pas de sucre, aucun rajout, là. Fait que vous le montez à 90%, c'est 90% d'alcool, 10% d'eau, puis le reste, Ouais. c'est le baril qui donne les arômes de caramel, mais c'est pas, il n'y a pas de sucre ajouté dans Il y a vos rhums. zéro sucre Zéro sucre ajouté. ajouté. Peut-être qu'on devrait conseiller aux gens d'en rajouter un peu, ça serait encore meilleur, parce que tu sais que le cognac, par exemple, a une quantité de sucre ajouté. C'est dans la recette, tu sais, dans le cahier des charges de cognac, ils ont le droit de rajouter, puis ils en rajoutent. Tu sais, il y a une petite quantité, puis le cognac a une réputation, les grands cognacs ont une très grande réputation, malgré le fait qu'ils Ouais. temper un peu avec le Le produit. truc avec le sucre, c'est que ça adoucit tout, hein. Donc, dans l'alcool, ça rend l'alcool vraiment plus facile à boire, mais ça va enfermer certaines saveurs. Ça va faire en sorte que certaines saveurs sont moins accessibles. Donc, après, je veux dire, l'important, c'est de boire ce qu'on aime, hein. On n'est pas ici pour boire des trucs qu'on n'aime pas. Donc, les gens, ils Hmm. boivent ce qu'ils veulent, mais nous, on aime ça sans sucre. Mais il y a tellement de produits tu sais, qui sont comme engineer commercial qui sont faits en fait avec ces ajouts-là pour que c'est pas vraiment notre place à nous. Tu sais, c'est des bons produits aussi, mais c'est un autre jeu, tu sais, c'est une autre raison. Puis on en boit parfois aussi de ça aussi, on n'est pas contre les autres. Là. Non, non. Et puis, on a parlé un petit peu avant le show, c'est qu'un de vos publics cibles, ben, ceux qui vous font la demande pour un rhum blanc, mettons, ben, ça va être pour un petit punch, ça va être pour d'autres choses. Fait que oui, ils s'en rajoutent du sucre eux-mêmes, mais tu Ah n'as oui, pas besoin oui. d'avoir un Ah oui. produit sucré, là. Fait que, tu sais, tu te prends avec une petite bouteille concentrée, puis tu t'en sers comme tu veux après, au lieu de traîner une grosse bouteille d'eau puis de sucre, là. Ouais. Hum, Puis hum. dans un cocktail, de toute manière, c'est bien rare que tu ne mets pas de sirop, là. Parlais de cahier de charge des cognacs, même un whisky canadien, il a le droit à 6% de autre dedans. Fait que ça Ah ouais. peut être du De genre solal, ça peut être du n'importe vin quoi. ajouté ou du ouais. Hum. Ouais, ouais. Un Ça- caramel, mettons, ou tu sais, ben, il rentre ouais. encore dans le cahier de charge d'un whisky canadien. Ouais, ben, ils vont toujours utiliser aussi l'argumentaire que pour avoir la consistance sur la couleur, ils mettent Le la couleur caramel. caramel parce qu'il Ouais, faut que ouais. chaque bouteille soit la même couleur. Mais bon, jusqu'à quel point c'est une bonne défaite, hein, c'est pratique parce que. Ben, je pense que les consommateurs, de toute façon, les consommateurs, ils deviennent plus informés. Je pense qu'ils vont naturellement aller vers des produits qui sont plus transparents. Ben, moi, c'est Après, ce que je prône, tu sais, peu importe comment tu le fais, si t'es transparent, puis que le gars, il sait qu'est-ce qu'il achète quand il l'achète, puis il est content de ça, tant exact. mieux, Ah tu ouais, sais. ah ouais. Exact, exact. Si un jour on met du sucre dans un produit, on va le marquer sur l'étiquette, c'est certain. Mm. Ben, parlant de sucre, on a quelques belles liqueurs, je pense, aussi, Ah oui. Ah que oui, vous avez créées. là-dedans. Ah, j'en ai. On a-tu écrit sur l'étiquette? Ouais, ouais. Là, je me suis poigné, là. Il y a beaucoup de Ah ouais. sucre dans le liqueur qui a été Ben, ça rajouté. le dit, Bon. liqueur. Liqueur, c'est Ah ouais. liquoreux, c'est sucré, fait que ça fait Ah partie ouais. de. Mais bon, On vous dira pas qu'on met pas de sucre dans nos liqueurs, on en. après, on en met beaucoup moins. On en met beaucoup moins comparé aux autres produits qui sont commerciaux, là. Par exemple, dans notre liqueur de café, il y a peut-être 3 fois moins de sucre que dans du Kahlua. Patrick, on a une ligne, on fait du gin, on a une vodka, on fait du pomelo, orangello, on fait café, on fait chocolat. Bon,
on fait tout avec des produits locaux, si on veut, tu sais, dans le sens où on fait pas on fera pas aux pommes, là, ça nous arrivera pas parce qu'il y a pas de pommes qui poussent au Vanuatu. Mais bon, le café puis le chocolat, c'est tout local. Euh, mais tous ces produits-là, c'est pas des produits qui sont voués à l'export. C'est des produits d'animation pour notre marché local, puis pour les touristes, puis pour leur faire goûter les saveurs du Vanuatu ici, puis c'est pour s'amuser aussi. Notre produit fort d'export, c'est le rhum, mais on a la capacité de faire ces autres trucs-là, fait qu'on les fait pour. Ouais, c'est ça, c'est des petites batches parce que, ben, veux pas, ici, il n'y a pas vraiment d'agriculture organisée. Donc, si je commande des oranges à un fermier, ben, il va m'arriver avec maximum 200 oranges. Donc, il y a des trucs qu'on est limité de faire. Donc, évidemment, c'est ça. Ça, c'est pour s'amuser. Puis, mais étonnamment, c'est un gros vendeur, hein, à la distillerie. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gros vendeurs. Les gens aiment ça. Avec tout le sucre qu'il y a à l'intérieur, c'est des produits qui sont quand même faciles à boire. Donc, c'est populaire. Mais je ne sais pas si tu veux commencer. Un des produits intéressants que tu as, c'est notre liqueur de cacao. Ouais. Le Vanuatu, c'est ben, c'est pas très connu mondialement, mais c'est un gros producteur de cacao. On a beaucoup de cacao ici, Ouais. mais il n'y a pas encore de marché d'export qui est très développé. Donc, et on a des chocolatiers qui sont vraiment renommés, qui travaillent avec le chocolat local. Mais on s'est dit, liqueur de cacao, c'est quelque chose c'est juste une autre manière de pouvoir goûter aux saveurs de notre cacao local. L'alcool, c'est vraiment un transporteur de saveurs qui est exceptionnel, donc ça nous permet vraiment de goûter aux produits qui poussent ici. C'est lesquels, ceux-là? C'est parce qu'on a deux producteurs avec qui on fait affaire, là. Ça vient de Malécoula, donc on a un chocolatier qui s'appelle Gaston Chocolat, Olivier Fernandez, qui va qui forme les fermiers dans les îles, qui va les voir de temps en temps, qui fait pousser le cacao, qui s'assure de la fermentation, du contrôle de qualité. Puis on a Puis, on prend les nibs, c'est comme des petites gruées, en français, je pense que c'est gruvé gruées de de cacao. cacao, puis on fait une macération avec notre rhum à l'intérieur de ça. Puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on redonne ces nibs-là au chocolatier qui fait en fait des barres de chocolat puis qui les rajoute à l'intérieur. Tu sais. Donc, on a comme une collaboration avec eux. Ben, ça, c'est des trucs que il faut venir au Vanuatu comme touriste pour pouvoir avoir accès à ces petits, Ça, c'est le premier produit qu'on exporte. En fait, on a des gens au Japon qui sont très friands de Ah, ça. ouais, c'est Donc, vrai. Au Vanuatu ou au Japon, vous pouvez en ouais. avoir. Puis Ouais. c'est le fun parce qu'on a les arômes de chocolat noir, parce qu'il n'y a pas au lait du tout, là, mais il y a quand même Ah, tu sais, la petite sucrosité qui fait que c'est pas trop amer. Mais les arômes, c'est comme un chocolat noir, là, c'est vraiment ah délicieux. ouais, Chocolat liquide. c'est quand même amer malgré qu'il y a du sucre, effectivement, parce que le chocolat, la réalité du chocolat, le vrai chocolat, C'est amer. c'est un truc amer. Tu sais. Ça fait partie Sans sucre, c'est dur à c'est boire. ça. Parce que le chocolat, le vrai chocolat, c'est ça. Ça venait pas d'ici. Ça venait des Aztèques, je pense, le chocolat. Puis c'est Ouais. avant qu'il y ait du sucre, puis c'est pour l'amertume qu'ils prenaient ça, puis pour l'effet tonifiant qu'il y a dans le chocolat. Puis c'est vraiment un des choses que vous vous étiez dit, c'est je vais redonner de la valeur aux produits locaux. Fait que vos liqueurs, c'est vraiment des produits locaux, tu sais, chocolat, café. Le café, c'est un produit qui est quand même difficile à travailler. On a l'avantage d'avoir du café qui pousse sur nos îles, donc ça nous distingue quand même de la plupart des producteurs qui sont pas dans un pays tropical, qui ont pas l'ingrédient sur place. Euh, donc, nous, on a le café qu'on fait venir d'une île qui est plus au sud, qui s'appelle Tana. On le fait torréfier selon nos spécifications, parce qu'on s'est rendu compte que trop de torréfaction, ça marche pas. Euh, donc, c'est un produit qu'on fait parce que, encore une fois, produit local qui pousse localement, qu'on veut mettre en valeur. Puis, c'est aussi un produit qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup de cocktails. On fait une macération avec le grain de café qui a été broyé, mais très grossièrement. La première fois qu'on a fait une batch, on l'a utilisé les grains qui n'ont pas été broyés, puis on s'est rendu compte que les grains absorbent tout l'alcool, puis ils ne nous redonnent rien. Donc,
On apprend de nos erreurs. Donc, on le broie très, très grossièrement. Et puis, c'est quelques jours dans notre rhum. Et puis, après ça, on essaie de séparer. On les On, sépare avec on, c'est pratiquement fait à la main. on Euh, filtre, on fait genre un ouais, filtrage, là. dans un petit sac, là, on enlève le gros de l'alcool du café. Puis après ça, on rajoute notre sucre. Euh, pour Euh, équilibrer. Réduire aussi. On fait la macération autour de 50 degrés. OK. Un bel job encore. C'est vraiment le café qui est la vedette. C'est super le fun. Là, le bar est ouvert. Vous cherchez quelqu'un qui va gérer ce bar-là, qui va vous aider à, de toute façon, faire augmenter vos ventes. Puis, On a un espace, on veut l'animer, on a aussi il y a beaucoup de resorts sur les plages ici. On veut aussi aller sur les plages avec un espèce de bar mobile. On a différents projets qu'on veut faire. Malheureusement, on n'a juste pas assez de tête et de bras. Hum, ouais. hum, hum. Sinon, je sais que vous êtes pour parler avec un importateur pour sûrement vendre au Québec éventuellement, mais là, pour vous aider, ça prendrait une liste de monde intéressé. Fait que ceux qui aimeraient goûter ces produits-là, ceux qui aimeraient en acheter, comment ils peuvent vous rejoindre là, pour vous mettre sur cette liste-là pour Ouais, ben, il faudrait que je mette peut-être un formulaire sur notre site web, là, mais ils peuvent nous écrire sur notre page Facebook, Editry Allen's Distillery, ou aller sur notre site web, editryallens.com, puis il y a une adresse courriel, nous écrire tout simplement. Je rajouterai un formulaire, là, je pourrais te faire suivre le lien, mais ce qu'on veut, ouais, c'est quand même un commitment pour l'importateur de faire venir beaucoup de bouteilles, hein. Plus on envoie de bouteilles, moins ça coûte cher en termes de shipping. Donc, si on a une base de gens qui sont prêts à acheter, ça serait bien de pouvoir les contacter pour leur dire, voilà, c'est arrivé, il faut... parce que c'est pas probablement qu'on va passer par un importateur privé au début. Donc, évidemment, il faut, à ce moment-là, il faut suivre le processus de la SAQ pour acheter la Hum. bouteille. On est encore, si on veut, à la recherche de trouver en fait comment vendre notre produit on va dire aux États-Unis ou au Canada. Et donc, on est ouvert en fait à n'importe qui aurait aussi une piste à nous donner ou un tips. On voudrait être sur la tablette aussi. On a des pistes au Japon, Singapour, en Australie. On a aussi, la semaine dernière, on avait notre chimiste On était à visiter. Paris, non officiellement, mais il y a plusieurs événements de Rome à Paris, donc on a envoyé des échantillons pour que les gens puissent goûter. Le retour est extrêmement positif. Mais bon, ce marché-là, c'est plus pour le rhum de canne à sucre, le rhum agricole. Je pense que pour le marché nord-américain, le marché plus d'Angleterre, Singapour, etc., c'est des gens qui vont peut-être rechercher plus du rhum qui est âgé. Donc ça, ben, on a 500 barils. Hum, hum. yes. Fait que j'invite tout le monde à aller vous suivre sur le Facebook. Comme ça, ils vont être au courant s'il se passe quelque chose par ici plus facilement. Ouais. Tu nous suivre sur Facebook, c'est une valeur sûre. Puis allez les visiter. C'est facile, là. C'est Vancouver, Fiji, Vanuatu. Ouais, ou Los Angeles, Fiji, Mm. Vanuatu. C'est Ben, voilà, Los Angeles, c'est la voie pour rentrer au Vanuatu. L'invitation est valide pour n'importe qui, là. Évidemment, c'est sûr que ça prend quelques heures là, pour venir ici. Donc, ça vaut la peine de passer plus que quelques jours en tout. Il y a plusieurs trucs à faire ici. Mais si on a des collègues d'ici qui veulent apprendre plus sur le rhum puis le vieillissement tropical ou juste venir déguster les barils, hein, on Ouais, est n'importe qui. partager avec nous, Aucun- c'est pour ça qu'on fait ça. ouais, parce que vous en avez parlé aussi, tu sais, que là, vous partiez à deux, trois, l'équipe grossit, mais il y a tellement de chapeaux à avoir dans une distillerie. Là, le rôle de Master Blender, ça s'en vient aussi, là. Tu sais, créer une Le espèce de blending. ligne qui va être continue sur un produit, mettons, en mélangeant tout le temps X barils, là, ça s'en vient. Le blending, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour être bien honnête. Là, c'est un gros travail. Puis, il faut goûter aussi. Donc, après 6 barils dans ta journée, c'est pas mal fait. Ah, ça doit tirer une Plus, larme. c'est vraiment Ça doit difficile. tirer une larme. C'est vraiment difficile Faut comme qu'il fasse travail. six barils dans sa journée. Ouais, un gros, gros merci les boys. Ça donne le goût. Puis des beaux produits. J'ai hâte de voir l'évolution là, justement de votre rhum agricole vieilli, qu'est-ce que ça va donner.
Puis aussi, on avait parlé à l'épisode 101 que vous vouliez peut-être essayer d'importer de d'autres petites îles autour, voir la différence de terroir puis tout, mais on avait le problème de faut que ça soit coupé puis croché en dedans de 24 heures. Fait que là, j'ai hâte de voir l'évolution de tout ça aussi, là. Ouais, c'est le projet, un jour. Yes, ben un gros, gros merci. Merci à toi, Patrick, encore. Merci à tout le monde qui nous écoute. Ouais, bonne fin de journée. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.